Lacan, nous et le réel, 82e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bon, alors repartons simplement aujourd'hui sur notre petite phénoménologie, parce que vous savez que de toute façon, le nouveau ne vient que par la répétition. Il est impossible de trouver quelque chose de nouveau sans répéter, et à force de répéter, il y a un décalage qui s'opère dans la chaîne signifiante et se fait jour là la possibilité de dénouer des liens qui semblaient avoir été faits de toute éternité et pour toute l'éternité, alors qu'il y a une possibilité de passage. C'est ce que découvre justement Freud avec ce principe-là de la répétition et son au-delà du principe de plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons l'aborder par un thème un peu plus artistique, dirons-nous, c'est-à-dire on va essayer de répondre à la fonction de l'art. Et pour ça, bien sûr, nous allons revenir à une sorte de point mémorial de l'origine de l'art que l'on situe comme l'art paléolithique, comme étant ces fameuses fresques murales qu'on retrouve dans des grottes comme celle de Lascaux, celle qui a passionné Elia Sharp, c'est celle d'Altamira, et puis il y a bien sûr celle au large de Marseille, qui est très intéressante parce qu'elle rassemble un peu tous les paradoxes qu'il peut y avoir autour de cette première manifestation de l'art chez nos ancêtres, donc les hommes dits préhistoriques. Je vous rappelle que la préhistoire est censée représenter une période de l'humanité qui se situe avant l'invention de l'écriture. Et on peut dire que là, évidemment, c'est déjà une forme d'écriture. Alors, ce qui est absolument remarquable dans cet art paléolithique, tel qu'on l'appelle, c'est que, premièrement, ça se passe dans le fond d'une grotte. Donc, c'est déjà... ça interroge quand même, parce que comment se mettre dans des conditions de représentation de quelque chose en ayant des difficultés non seulement d'accès au lieu de cette représentation, mais aussi par rapport à la lumière qui est nécessaire pour représenter. Pourquoi est-ce que les hommes préhistoriques se sont mis à peindre dans des grottes très reculées en plus? C'est-à-dire qu'il faut passer, c'est une sorte d'épreuve, et c'est là que c'est intéressant, Lacan reprend le terme dans l'éthique de la psychanalyse, c'est vraiment, la notion d'épreuve là prend tout son sens, puisque la polysémie du mot épreuve, elle est aussi bien, comme on dit, une épreuve photographique ou une épreuve artistique, donc le mode de rendu de ce travail artistique, et c'est aussi une épreuve non seulement pour produire l'œuvre d'art, mais aussi, bien sûr, pour aller la voir, tout simplement. Donc c'est là qu'il est intéressant de rappeler aussi la grotte marseillaise, là, Cosquer, parce que aujourd'hui elle est à moitié ensevelie sous les eaux, et donc il faut passer des tunnels et arriver à un lieu très reculé pour pouvoir observer justement cette peinture sur grotte, cette fresque, qui donc nécessitait de la part de l'artiste un travail considérable de préparation et aussi des conditions de réalisation extrêmement difficiles, conditions bien sûr qu'on va retrouver dans l'exposition et le fait d'aller voir les œuvres. C'est un accès très difficile. Alors ce que nous remarquons bien sûr, parce que nous sommes aujourd'hui formés à la psychanalyse et à la manière d'amener l'expérience quotidienne jusqu'à
l'élévation du concept en tant que begriffe, se servir de quelque chose, se servir de ce que nous entendons comme possibilité d'articuler de manière nouvelle les signifiants. Nouvelle, justement, c'est par rapport à la répétition dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à force d'y revenir, il y a effectivement quelque chose qui s'ouvre. Et donc, ce que nous pouvons observer là, c'est que d'abord, la grotte, elle est en tant que telle une cavité. Cette cavité, bien sûr, n'est pas sans rappeler le creux, le lieu, le trou, le lieu même d'où nous sortons. Et je vous rappelle là, parce qu'à toutes fins utiles, donc c'est là où la répétition, à force de taper sur le même point, il y a quelque chose qui va se passer. Le fait de notre problème sur Terre, en fait, est lié à ce moment de la naissance. Alors, bien sûr, on est revenu là-dessus plusieurs fois sur cette notion de traumatisme de la naissance chez Rank qui est rejetée par Freud et même par Lacan. Mais c'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas cette notion-là précisément de trauma qui a déjà été abordée, parce qu'on a vu justement que pour le trauma, la répétition était nécessaire, puisque au moment même, disons, où se passe quelque chose, le mot chose là c'est le mot central, eh bien, nous ne pouvons pas nous saisir de quoi que ce soit. Il aura fallu plusieurs répétitions pour que, justement, ce moment inaugural soit repéré dans un après-coup, le fameux nartrag freudien. Donc, cet enfant qui sort du ventre se retrouve comme, on l'a vu, si vous imaginez là, privé de votre corps. C'est-à-dire que vous avez accès à un monde inconnu et des éclairs de représentation viennent vers vous, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir votre corps puisque vous avez été séparé de votre corps qui était le corps maternel. Donc, le trou dans lequel le dernier moment de la pulsion aurait voulu vous faire vous réfugier est inaccessible, devenu inaccessible. Donc, il y a un phénomène compensatoire, et c'est sous cet angle du compensatoire qui, bien sûr, va donner l'hallucinatoire, que va se déployer notre appareil psychique et notre manière de trouver dans les nouvelles conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire un monde de la parole, dans un univers structuré par la parole, des possibilités de compenser cette perte subie par cette quête du plaisir qui peut aller, bien sûr, jusqu'à la jouissance, c'est-à-dire jusqu'à la destruction. Et c'est pour ça que cet appareil-là, qui est composé, donc l'appareil psychique qui est composé d'un principe de plaisir et un principe de réalité, fait en sorte que le principe de réalité vient, non pas s'opposer, mais modérer et moduler le système de plaisir de telle manière que le plaisir peut être ajourné d'une certaine manière pour ne pas se précipiter au feu même du réel que nous ne pourrions pas supporter puisque cet appareil psychique qui nous constitue est là pour nous protéger du réel. Donc, il nous protège du réel et nous devons faire avec ce réel. Le fait, justement, que nous soyons des êtres pulsionnels, même si les souvenirs de la répression familiale n'étaient pas vrais, faudrait les inventer. On n'y manque pas. C'est même ça le mythe, la tentative de donner forme épique à ce qui s'opère de la structure. La passe sexuelle secrète les fictions qui rationalisent l'impossible qu'elle démontre. Je ne les dis pas imaginer. Les fictions dont il s'agit, j'y lis comme Freud, je le souligne, l'invitation à trouver le réel qui en répond. Le monde familial, en somme, ne fait que traduire
quoique le père n'est pas le géniteur. Et quoi encore? Que la mère reste contaminée, la femme à jamais pour le petit homme. Le reste s'ensuit. Donc cette pulsion, telle que l'a décrit Freud, comme un être de mythe, grandiose dans son indétermination. Donc là, il y a quelque chose à entendre, être de mythe. Donc un être de mythe, ça veut dire un être de parole. Puisque là, le mythe, mythos, en grec ancien, c'est la parole. C'est comme logos, mais ce sont les deux versants de la parole. Le mythos, c'est une parole qui n'explique rien, mais qui fait être la chose en la disant. Donc, originellement, la pulsion qui est, selon la définition de Lacan, l'écho d'un dire dans le corps. Les pulsions, c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire. Mais que ce dire, pour qu'il résonne, pour qu'il consonne, il faut que le corps il soit sensible et qu'il l'est, c'est un fait. C'est parce que le corps a quelques orifices dont le plus important est l'oreille, parce qu'il peut pas se fermer. C'est à cause de ça que répond dans le corps ce que j'ai appelé la voix. Cet écho-là qui nous pousse quelque part, elle va chercher cette pulsion va chercher son accomplissement quelque part, sous la forme de la rencontre d'un objet. Comme nous l'avons vu, et ça donne tout le délire sur les théories sexuelles, bien sûr, c'est que il n'y a pas d'objet adéquat à la pulsion. Donc c'est la pulsion qui pulse comme une poussée, qui cherche, qui va se coller quelque part, qui cherche à se coller quelque part, mais qui ne peut pas trouver d'objet adéquat. Alors il y a plusieurs objets peuvent temporairement calmer la pulsion. Et cette dimension-là qui nous constitue, qui est d'être agi et agité de l'intérieur par quelque chose qui nous pousse, va nous amener à considérer l'autre comme un substitut donc de notre premier moment inaugural d'être sorti de ce ventre maternel, donc l'autre comme un objet libidinal a priori. Le sein, c'est ça, hein, donc on va se précipiter vers le sein et le tété, mais ce que remarque Freud très rapidement, c'est que la pulsion qui nous pousse vers un objet insatisfaisant parce que ne pouvant pas répondre totalement à la pulsion, fait qu'une partie de l'énergie pulsionnelle retourne sur le ich. Je préfère dire ich que moi, parce que moi, ça entraîne beaucoup de confusion, et dans la plupart des textes de traduction freudienne, donc le ich est traduit par moi, ce qui est une erreur, parce que ich, ça veut dire je en allemand, ça ne veut pas dire moi, hein. Donc en français, on a le je et le moi, et en allemand, apparemment, quand on traduit Freud, au lieu de dire je, on dit moi. Ça, c'est méconnaître justement, ne serait-ce que François Villon, qui disait ce suis-je pour dire moi. Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, c'est un objet, et c'est l'objet qui correspond à un assemblage d'identifications, justement, qui sont liés à ces moments primordiaux où cette tension vers l'autre qui est une quête de satisfaction, puisque nous avons été privés de quelque chose, donc on cherche une compensation. Est-ce que la compensation sera satisfaisante? Satisfacere, ça veut dire faire assez. Est-ce que ça fait assez? Et bien sûr, ça ne fait pas assez, parce que même si la soif peut être momentanément apaisée, l'envie de boire plutôt peut être momentanément apaisée, la soif durera à l'infini. Et c'est là, dans cet écart-là qu'il y a entre une envie de boire et la soif, que se situe
le désir, justement, puisque le désir va correspondre à la manière dont la pulsion qui nous pousse vers un objet inadéquat va revenir vers le jeu. Donc, il y a une division qui est immédiatement à l'œuvre et qu'on retrouve dans cette première forme de représentation dans les grottes d'Altamira, dans la manière dont d'Altamira, de Lascaux ou de Cosquer, où l'homme, puisqu'il faut l'appeler comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est que l'homme, mais en tout cas, nous travaillons sur ce qu'il en est de son sujet, c'est-à-dire ce à quoi il est assujetti, par rapport à ce à quoi nous avons un minimum d'accès, c'est-à-dire le langage comme moyen inadéquat d'atteindre au réel, mais comme nous n'avons que ça, nous devons faire avec ça. Et donc, ce dont nous nous rendons compte là, c'est que le langage lui-même fonctionne d'une certaine manière. Il fonctionne par polarisation, polarité des opposés. Donc on a un axe qui s'appelle un axe de contrariété, où le chaud se définit par rapport au froid, le haut par rapport au bas, etc. Et quand nous comprenons que c'est le langage qui fonctionne comme ça, nous verrons que, étant donné que notre inscription dans l'appareil psychique, puisqu'on n'a pas d'autre choix, on n'est pas dans notre corps, puisque nous sommes plongés dans un appareil psychique, cet appareil psychique, lui, étant gouverné par le principe de plaisir, ce principe de plaisir lui-même prend sa loi dans les lois du langage. Les lois du langage fonctionnent et l'appareil psychique est obligé de se conformer aux lois du langage. Alors ça, c'est très manifeste dans la manière dont Freud commence, par exemple, son Moïse, qui était Lacan disait de l'homme Moïse et la religion monothéiste, tout psychanalyste devrait savoir ce livre-là par cœur. C'est pas rien. Par cœur. À chaque instant, il y a quelque chose à découvrir, à redécouvrir en relisant ce livre. Dans le début, par exemple, dans la manière dont Freud élabore ses hypothèses en essayant de trouver dans l'expérience et la somme des données historiques une vérification possible de ces hypothèses, il va en écarter plusieurs et il va montrer aussi l'invraisemblable de la vérité. La vérité n'est pas forcément vraisemblable, c'est la vérité elle-même. Donc, elle ne se présente pas sous des aspects forcément arrangeants. Et là, ça n'arrange pas tout le monde, hein, y compris donc ceux qui essayent de se fondre absolument dans une communauté, que Moïse... il n'était pas juif, c'était un Égyptien. Et en plus, la religion qu'il amène aux Juifs est elle-même une religion égyptienne, qui n'est pas la religion dominante en Égypte, mais qui est une religion qui s'est déterminée par rapport à ce culte des morts que représentait Osiris, et la religion monothéiste qui a été mise en place par Aton, eh bien, elle va forcer le trait des oppositions entre ce qui définit une religion et une autre. Et quand vous lisez ça dans Freud, vous comprenez beaucoup de choses, bien sûr sur le plan historique, c'est-à-dire pourquoi on en arrive à la situation où on est aujourd'hui, puisque au fond, tout ce qui réclame la pureté absolue de ses origines est toujours marqué par une impureté. Quel que soit celui qui se revendique de l'appartenance à une communauté. C'est pour ça que l'identification à une communauté est toujours problématique, parce qu'elle repose sur une culpabilité déniée de mentir sur l'origine de cette culpabilité, de cette communauté. Ça, c'est très important, parce que, d'une certaine manière, quelle que soit la communauté dont nous prétendons nous réclamer, en fait, ça ne marche pas. La seule communauté, et ce n'en est pas une, à laquelle nous devons nous référer, c'est l'espèce humaine. Nous en savons un petit peu plus sur le sexe que ce qui en est d'abord fondamentalement à appréhender. La division sexuelle en tant qu'elle règne sur la plus grande partie des êtres vivants est ce qui assure
quoi? Le maintien de l'être d'une espèce que nous accentuions avec Platon, cet être d'une espèce au rang d'une idée éternelle que nous disions avec Aristote qu'elle n'est nulle part ailleurs que dans les individus qui la supportent. Ceci n'est pas ce que nous avons ici à mettre en balance. L'espèce, disons, subsiste sous la forme de ces individus. Il n'en reste pas moins que la survivance du cheval comme espèce a un sens. Il reste que chaque cheval est transitoire et meurt. Le lien du sexe à la mort de l'individu est fondamental, essentiel. C'est là qu'il y a un universel de la psychanalyse qui transcende toutes les bêtises sans arrêt proférées sur les races, les religions, etc. Il y a quelque chose qui transcende tout ça, c'est le rapport du sujet à la parole et au langage, qu'on retrouve donc dans ce principe de plaisir, puisque le principe de plaisir va être référent du système signifiant, et ce système signifiant fonctionne tout le temps, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, c'est là que nous prenons nos coordonnées. Alors, ce qu'essaye de faire cet homme préhistorique là qui dessine un bison magnifique sur la grotte. D'abord, il arrive dans un lieu qui est reculé, qui est un lieu secret. Ça, c'est important parce que ça rejoint aussi les essais de théorie sexuelle infantile des enfants qui essayent d'expliquer, justement, ça c'est un invariant. L'inaccessibilité des grottes n'est pas sans faire écho à ce que Freud appelle la Geheimnis, c'est-à-dire le secret avec lequel les enfants vont élaborer les théories sexuelles infantiles qui leur permettent de répondre à la question Woher die Kinder kommen, c'est-à-dire de se faire une représentation de l'autre, mais en faisant en sorte que l'autre, c'est-à-dire l'adulte, n'y ait pas accès, pour mettre en tension le savoir qui leur est inhérent à eux, à leur principe de plaisir, leur permettant d'élaborer quelque chose sur le plan symbolique, qui répondent du réel, justement. Et ce secret leur permet de conserver intacte l'idée du refoulement. Ça, c'est un universel. C'est là que nous devons prendre acte de faire partie de quelque chose de plus grand que nous, mais ce quelque chose de plus grand que nous, c'est pas notre communauté organique à laquelle on s'identifie. Ça, c'est vraiment un effet du discours dominant qui chaque fois essaye de nous ramener vers une logique qui n'est pas la logique du signifiant, mais qui est celle de la signification d'être aliéné à un pouvoir temporel qui n'est pas un pouvoir spirituel. Or, nous devons revenir vers cette dualité qu'il y a entre un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel, comme selon la phrase christique, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il n'est pas question de rejeter l'organisation sociale, de toute façon c'est impossible à faire. Mais il s'agit de pouvoir situer le sujet autant qu'il est possible pour lui de le faire, à partir de son principe de plaisir et principe de réalité, dans le rapport qu'il a au langage. Ce rapport à l'art va nous aider, bien sûr, puisque on peut dire que l'art, d'une certaine manière, est toujours cette façon spécifique de rendre compte de ce que nous avons appelé la chose, avec un C majuscule. Pourquoi on l'appelle chose? On l'appelle chose parce que nous n'arrivons pas à la nommer. D'abord par, bien sûr, le fait que le langage est inadéquat, qu'il est insuffisant. Il n'y a pas assez de mots, puis nous ne savons pas les combiner assez correctement, donc c'est impossible. Et même si nous avions tous les mots de toutes les bibliothèques, de toutes les langues du monde, de toute façon, nous n'y arriverions pas, parce que
c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un point comme le nombril au-delà duquel on ne peut pas aller. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, même si nous déployons les trésors les plus luxuriants d'imagination et de capacité combinatoire, c'est impossible parce qu'il y a un point où ça s'arrête. Et là, nous sommes obligés de prendre une leçon d'humilité de notre inféodation au signifiant qui va guider notre désir. Alors ça ne veut pas dire que nous sommes absolument voués à être des esclaves. C'est au contraire en nous approchant au plus près des capacités qui sont les nôtres de faire avec ce rapport de notre sujet au langage que nous sortons, disons, de cette aliénation à des faux dieux, à des fausses icônes, à des fausses images. Et pour ça, bien sûr, il faut produire d'abord une image. Eh bien, c'est ça le premier moment, le premier mouvement de cet art-là qui anticipe et précède d'autres arts, notamment l'art poétique, dont on verra plus tard à quel point, justement, il marque les moments historiques de notre humanité et notre capacité de nous définir par rapport à ce langage qui détermine chacune de nos actions, comme dit Lacan, avec armes et bagages, c'est-à-dire qui que nous soyons, de toute façon, il y a cette chaîne signifiante qui commande et qui fonctionne et sur le fond de laquelle nous sommes entraînés. Donc cette image se produit par un mouvement de l'homme préhistorique comme se reculant dans les tréfonds de la terre, dans une caverne, dans un creux, une cavité. Cette cavité, c'est un vide. Ce vide-là n'est pas sans évoquer pour nous ce que déjà nous avons un petit peu abordé, c'est-à-dire l'origine du signifiant. Ce vide-là appelle quelque chose. Parce qu'il n'y a de vide que s'il y a un plein possible. C'est comme ça que fonctionne le langage. C'est inconcevable le vide s'il n'y a pas ce contrepoint-là qui serait quelque chose qui vienne le combler, le remplir. Donc on se souvient de la formation du pot, l'origine de l'art pour Heidegger, mais aussi l'origine de la parole pour Lacan, puisque le signifiant lui-même, il est ce rapport de corrélation impossible à dépasser entre un vide, donc un creux, et quelque chose qui vient border ce creux pour que ce creux soit creux ou que ce vide soit vide. Sinon, il n'y a pas de vide s'il n'y a pas de plein qui vient border le vide. Et ça, c'est le rapport que nous avons au signifiant. Il y a quelque chose qui nous contient, parce que si nous définissons la jouissance comme cette chose dans laquelle nous nous fondons et que nous cherchons à nous fondre et qui n'est que l'écho de ce corps maternel fantasmé qui nous a été arraché et dont nous voudrions, ce qu'on fait chaque nuit par exemple en nous endormant, nous refondre à l'intérieur, eh bien ça ne fonctionne pas non plus cette jouissance s'il n'y a pas de l'autre côté ce moment de la séparation, de la coupure. Donc c'est quelque chose qui fonctionne de manière dialectique. Et ce qui se passe, c'est que dans cette grotte-là, ce que va peindre l'homme préhistorique, c'est d'abord, il donne une présence au creux lui-même. Ce creux-là, ne serait-ce qu'en faisant un trait sur la cavité de la grotte, eh bien, il la consacre comme un lieu. C'est pour ça que vous verrez qu'après, l'art, en tout cas l'art visuel, va être juste une mise en scène de l'organisation de l'espace. Comment un espace se met en scène. Mais déjà ce premier trait, alors je me souviens de mon ami Michel Galvin, je redis l'anecdote, je l'ai déjà dit dans un séminaire, mais là ça vaut le coup de la reprendre, où lui c'était un peintre et un illustrateur, un artiste que j'aime beaucoup. Et donc son frère, qui lui ne l'est pas du tout artiste, lui demandait « Mais qu'est-ce que c'est que l'art au fond? Qu'est-ce que c'est ?» Et donc Michel Galvin disait « Regarde, prenez une feuille de papier, il faisait un trait comme ça, et puis il dit « Ben voilà, ça c'est de l'art. »
tu te fous de ma gueule, quoi. Tu fais juste un trait n'importe comment sur une feuille et c'est de l'art. Il dit non, mais c'est parce que tu prends ça à un degré où il ne faut pas le prendre. Il s'agit de revenir un peu sur le fait que si je te dis ça et que je fais ça, c'est que je te fais apparaître là, sur la feuille blanche, un vide qui auparavant n'était pas perceptible. Il n'est perceptible que par rapport au fait qu'il est la place sur laquelle est venu s'inscrire ce trait que je suis en train de faire. Et au fond, c'est aussi simple que ça. Eh bien, il a raison. C'est aussi simple que ça, mais pour arriver à quelque chose d'aussi simple, il s'agit de traverser une somme de complexité et d'histoires extrêmement alambiquées en quoi consistent les différentes dérivations du langage. Et ça, on y reviendra, parce que c'est pas que c'est complexe ou subtil, c'est que c'est la manière dont fonctionnent les signifiants qui s'épuisent du fait que, comme ils appartiennent à un monde qui est celui de l'appareil psychique, évidemment, ils vont toujours se déplacer, le sens des mots va se dégrader, et il y a toujours une fuite en avant vers quelque chose que les mots n'atteindront jamais, surtout s'ils sont pris de manière collective. Donc il s'agit de récupérer ce monde des signifiants et de le mettre à l'épreuve de chacun des sujets qui constituent cette communauté humaine que nous formons, et qui n'en est pas une, puisque ce n'est pas la société avec laquelle nous devons nous identifier, mais avec l'espèce. Donc c'est plutôt une dimension diachronique que synchronique. Si vous passez auprès d'un bar là où il y a un match de foot, où il y a tout le monde qui hurle, ne vous sentez pas décalé parce que vous ne hurlez pas avec les autres. C'est juste que vous n'acceptez pas des identifications qui ne vous concernent pas. Déjà, mon fils, quand il avait 3 ans, il m'a dit « Mais papa, pourquoi les gens disent « on a gagné » quand l'équipe a gagné le match ?» C'est pas eux qui ont gagné, c'est l'équipe. Je dis ben oui, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, l'identification. Et donc il s'agit d'arrêter de s'identifier de manière commandée, gouvernée par la société telle qu'elle déploie ses moyens de contrôle, mais revenir dans une possibilité de rapport au langage qui soit rendue saine parce qu'elle a été nettoyée de toutes les scories identificatoires et l'abrasement du signifiant au cours des époques. Quoi de plus commun que d'identifier? Ça semble même l'opération essentielle de la pensée, tant qu'on pourrait l'appliquer à tous les tournants. Idéaliser, ça pourra aussi beaucoup servir. Sans doute partir d'un moment où la position psychologiste se fera plus en quête. Projeter et introjecter, semble que pour certains, ça passe volontiers pour deux termes réciproques l'un de l'autre. Donc on voit qu'il y a bien sûr aujourd'hui un clivage très net entre ceux qui continuent à croire notamment au covidioclimatisme qui procède de la même logique, donc ils continuent à croire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils croient que des modélisations informatiques c'est de la science. Déjà la science c'est quand même un projet problématique. C'est pas seulement Lacan qui l'a signalé en disant que l'idéologie de la science, c'est d'éradiquer le sujet, d'éliminer le sujet. Mais même quelqu'un comme Grothendieck, qui est quand même un des plus grands mathématiciens de tous les temps, a lui-même fait une conférence à Genève pour expliquer que c'était perdu d'avance. Il fallait quitter justement cette idéologie de la science. Donc, non seulement la science, c'est à mettre en question, mais alors aujourd'hui, créditer des modélisations informatiques comme étant de la science à quoi nous devons obéir parce que nous devons y croire. Donc le mot est très important, hein. On nous demande de croire à la science quand même, alors que croire à la science, c'est quand même la proposition la plus anti-scientifique qui soit, disons, de la science de Bacon, celle de Newton, et à la suite jusqu'à l'avènement informatique. Aujourd'hui, il y a donc une idéologie encore plus délirante, mais cette idéologie-là, elle est le fruit de l'érosion des signifiants, et ça ne peut que nous mettre dans un état de stupéfaction de voir qu'il y en a qui continuent à croire
au plan d'émis, comme ils disent, organisé par l'OMS ou le GIEC et ses prévisions météorologiques. Alors vous savez très bien que la météo ne peut pas prévoir une tornade à 24 heures, c'est impossible, mais les climato-possédés du GIEC vont faire pression pour que nous limitions à certains rapports avec l'eau, avec l'air, etc., aux éléments naturels de la Terre, juste par peur que dans 30 ans, eux, ils ont prévu la température exacte qu'il fera dans 30 ans. Donc c'est absolument aberrant. Pour que nous arrivions à ce genre d'éclatement aujourd'hui, il a fallu dépasser un certain cap dans l'érosion des signifiants et ne plus pouvoir être en rapport avec le signifiant en tant qu'il signifie d'abord un sujet pour un autre signifiant. Ça, c'est le retour, disons, freudien, qui marque un coup d'arrêt au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, on est au début du XXIe, et le message n'a pas vraiment été entendu. C'est-à-dire que ça concerne très très peu une frange de l'humanité qui est justement en mesure de re-questionner les signifiants et de retravailler cette notion d'histoire que Lacan écrivait avec un Y, H-Y, parce que c'est toujours une dimension hystérique, cette dimension hystérique traduisant le rapport de l'homme à la parole, parce que très souvent on dit que hystérique c'est le discours féminin, oui bien sûr, mais pas que, c'est-à-dire que c'est une structure, l'hystérie, une structure discursive, nous l'avons déjà vu dans les séminaires précédents. Donc revenons à notre homme qui fait apparaître un creux par quelque chose qui va prendre une forme, et cette forme-là, justement, une forme aussi, c'est un creux. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a un transfert du creux du fond sur le creux de la forme. Forme, ça veut dire un moule, c'est un creux, c'est un contenant. Formaggio, ça vient de là. Aujourd'hui on dit fromage, mais en italien ils disent encore formaggio. C'est la forme à l'intérieur de laquelle on coule quelque chose. Donc cette forme-là, c'est précisément le signifiant en tant qu'il est la forme, qui n'est pas le contenu. Donc dès qu'il s'agit d'entendre quelque chose, il s'agit d'entendre la forme. Et ce que fait l'artiste là, c'est que il se situe au-delà du sacré, puisque en récupérant la forme de ce qu'il a tué, parce qu'il faut savoir que ce sont essentiellement des populations de chasseurs, bien sûr. Et donc il y a, là je vous renvoie au merveilleux texte de Mircea Eliade sur l'histoire des croyances et des idées religieuses. C'est-à-dire que c'est pas neutre pour un homme de tuer un animal, même pour le manger. C'est quelque chose qui réclame un don de soi. Il est obligé de perdre quelque chose dans cette opération. Et cette perte-là, eh bien, il la sublime, c'est le cas de le dire, en restituant la forme de ce qu'il a tué sur le fond de la grotte, sur le creux d'une grotte. Et là, il fait apparaître quelque chose qui est une sacralisation de la forme qui va donner progressivement cet accès au langage. Et là, on revient, peut-être vous pensez que les sauts sont un peu rapides et vertigineux, mais on revient justement à ce rapport entre la pulsion et l'objet, et la pulsion qui revient sur le ich, sur le je. C'est-à-dire que au fond, la pulsion qui n'est pas satisfaite de l'objet, disons, c'est l'histoire tout à l'heure de l'envie de boire et la soif, revient sur la possibilité de sublimation qu'il y a d'accéder à la parole, puisque c'est déjà le début d'une sublimation. Le fait de pouvoir dire je, de pouvoir, avant de dire je, de parler tout simplement, de prononcer des phonèmes, c'est la forme que va prendre l'action même de sublimation, qui est de ne plus trouver le réel de la satisfaction dans l'objet désigné de la pulsion, qui est toujours une dérive
d'un objet sexuel, hein, puisque si on mange la mer, Lacan disait on aime quelqu'un comme on aime un ragoût de mouton. Mais en fait, ça correspond exactement au fait que ne pouvons pas revenir dans le ventre de la mer, dans la grotte originelle, la grotte primitive, eh bien on ne peut pas revenir dedans, nous mettre nous dedans, donc on a fait venir elle à l'intérieur de nous. Donc nous avons là le fait de manger, de téter le sein, de sucer le sein, et de la manger, de la faire venir à l'intérieur de nous. Donc on voit que l'origine même de cette pulsion, elle est sexuelle. C'est-à-dire que ça a quelque chose à voir avec notre libido. Nous sommes là dans un rapport de mise en place progressive de ce qui nous constitue nous-mêmes comme une espèce à part. Bien sûr, l'espèce à part, c'est pas porté par le narcissisme de se prendre pour les maîtres de la Terre comme ces crétins de transhumanistes là, la petite crevette chauve là, Harari, qui écrit des livres sur l'humanité, etc., qui est un débile mental. Eh bien, lui, il est dans l'hyper-célébration de son ego, de son moi hypertrophié. Il n'est pas du tout dans la vision spécifique qui fait de nous la vision spirituelle, artistique, que traverse toute l'histoire de la pensée quand elle est correctement lue, qui fait de nous des porteurs de la parole. Notre sublimation, elle est d'arriver à porter la parole. Par rapport à toutes les autres espèces, justement, la forme même de l'homme, qui est équipé d'un bloc audio-vocal, c'est d'être porteur de la parole. C'est pas seulement d'être soumis à la parole, parce que toutes les espèces sont soumises à la parole. Les planètes elles-mêmes, dans leur mouvement, obéissent à des lois qui sont formulables en formules, donc c'est de la parole. Mais nous sommes les porteurs, c'est que nous sommes capables non seulement de la dire, mais de la sublimer en la disant, et ce faisant, d'aller vers l'incarnation qui nous constitue, qui est l'incarnation d'un être humain. The muse, for instance, doesn't take their place in our consideration precisely because they are also structured as a language. And when I tell as a language, it is not as some sort of language, for instance, mathematical language or semiotical language or cinematographical language. The language. It is only one sort of language, a concrete language. For instance, the English or the French. The language that people talk. And the first thing to put front this context is that it is no métalanguage. Donc, aujourd'hui, il s'agit de revenir, grâce à des choses aussi simples qu'un bison peint sur une grotte, à ce que ça renvoie comme possibilité humaine de cerner ce qu'il en est de la chose. Donc, on peut se dire, oui, mais alors, en quoi ça consiste précisément? Est-ce que c'est juste l'idée de peindre quelque chose de la réalité, puisque j'ai dit tout à l'heure que ça allait au-delà du sacré, hein, pour faire référence à ce qu'éprouve l'homme qui tue un animal pour le manger et s'en nourrir, et il le reconstitue, donc il en fait une sacralisation d'une certaine manière. C'est comme s'il le recréait en créant sa forme, et donc là on a bien sûr l'origine de la fascination pour les animaux, et puis les cultes des totems et des tabous tels qu'ils ont été explorés par les anthropologues et aussi par Freud bien sûr de manière très précise. Mais c'est pas du tout ça, puisque on revient même à l'au-delà de ce sacré, c'est que on la mange, cette chair animale de ce qu'on a tué. Donc c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Hein. C'est avant de ce temps-là, il n'y avait pas encore de mouvement vegan financé par Soros et compagnie. Là, il y avait encore un accès au réel. Donc le corps humain a besoin de protéines animales pour vivre. Donc
nous avons là quelque chose qui se situe au-delà du sacré, et c'est très difficile de faire avec ces éléments disparates, parce qu'on ne peut pas en amener une logique, en trouver une logique unitaire qui nous satisfasse du point de vue, disons, d'une articulation signifiante qui dirait bah oui c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est ça ou c'est pas ça, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Donc c'est un au-delà, donc un au-delà du sacré, et on ne peut pas le dire, on n'en sait rien, on est juste convoqué par ça, et on va expérimenter par l'art le fait de s'en approcher, tout simplement. Quel est le rapport du désir à la loi? Question toujours élidée par la tradition philosophique, mais auquel Freud a répondu. Et vous en vivez, même si, comme tout le monde, vous ne vous en êtes pas encore aperçu. Réponse: C'est la même chose. Peut-être ce que je vous enseigne, ce à quoi vous conduit ce que je vous enseigne, et qui est déjà là dans le texte, masqué sous le mythe de l'Oedipe, c'est que le désir et la loi, ce qui paraît se poser dans un rapport d'antithèse, ne sont qu'une seule et même barrière pour nous barrer l'accès de la chose. Nolens volens, désirant, je m'engage dans la route de la loi. C'est pourquoi Freud rapporte à cet opaque, insaisissable désir du père l'origine de la loi. Mais ce à quoi cette découverte et toute l'enquête analytique nous ramènent, c'est à ne pas perdre de vue ce qu'il y a de vrai derrière ce leurre. Alors, ce qui donne la question, qui est déjà résolue par Platon, d'une certaine manière, est-ce que l'art, c'est d'imiter les choses du monde? Puisque le bison, il est bien imité, il est parfaitement bien réalisé sur la grotte. Il y a quelque chose de vivant, de présent. Donc c'est la présence qui compte. C'est recréer la présence de quelque chose. Mais cette chose-là, elle n'est pas là. Elle n'est pas visible. Et pourtant, elle est présente. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas d'imiter les objets. Puisque même quand Cézanne peint des pommes, la pommeté de la pomme, comme je l'ai dit dans plusieurs séminaires, eh bien, ce qu'il cherche justement, c'est pas de reproduire les pommes, c'est de peindre la pommeté de la pomme. C'est-à-dire ce qui fait que la pomme nous apparaît comme ça. Donc c'est pas la pomme dans sa représentation qui compte, c'est ce qu'il y a autour, c'est de créer un univers dans lequel cette pomme-là peut apparaître comme pomme. Et donc on peut en saisir les contours, même s'ils sont flous. Donc nous avons dans cette manière d'aller vers l'art, de revenir vers l'art, une réponse au fait que il ne s'agit pas d'imiter les objets, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Platon avait déjà résolu la question. Il dit, mais l'art ce n'est qu'une imitation d'imitation, c'est-à-dire l'objet lui-même, tel qu'il apparaît, le bison là, il est déjà l'imitation de son idée dans le ciel des idées. Donc l'art qui imite le bison, là, il ne fait qu'imiter une imitation. Il n'est que l'ombre du nombre, comme dit Platon. Donc, bien sûr qu'il ne s'agit pas de ça dans l'art. Il ne s'agit pas d'imiter ou de reproduire. Il s'agit de faire venir à la présence quelque chose qui brille par son absence. Eh bien, c'est ça la chose. Parce que la chose, elle est issue, comme je vous l'ai dit, de la conjonction que nous pouvons faire entre un objet, qui est l'objet appelé par la pulsion, bien que cet objet ne corresponde pas à la pulsion et qu'il ne soit pas adéquat à la pulsion, ce sur quoi la pulsion ne peut pas se fixer, il ne peut pas y avoir de fixation de la pulsion sur cet objet. Donc, ce rapport à un objet, objet, ça veut dire jeter devant, et l'autre avec un grand A. La chose, c'est cette articulation impossible du grand A, du grand autre, c'est-à-dire le lieu des signifiants, le lieu même d'où les signifiants apparaissent, mais qu'on ne peut pas atteindre. Nous, les signifiants nous arrivent comme ça. Je suis en train de parler, les signifiants me traversent pour dire quelque chose à travers mon propre corps, mais le lieu même d'où ces signifiants naissent ne m'est pas accessible.
Donc ce lieu-là, de l'autre est un lieu avec les objets qui sont là, qui apparaissent, mais qui sont, en tant que tels, toujours les représentants d'un vide eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. On peut creuser l'objet, on peut le détruire, etc. Ce que découvre l'enfant rapidement, dans les 4 pulsions originelles dont je vous ai déjà parlé. La pulsion de destruction, c'est pour voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire ce qui fait qu'il est là. Ben, c'est pas possible, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il y a une colonne de vide dedans. Donc la chose, c'est toujours l'objet de l'art. C'est d'amener l'artiste, en tout cas, qui, par le travail effectué sur la technique de son art, arrive à rendre compte de sa propre question, la question qui le concerne lui, une question qui concerne tout le monde, c'est-à-dire l'universel absolu. Chaque enfant qui vient au monde ne peut pas ne pas se poser la question « Woher die Kinder kommen ?» D'où viennent les enfants? Parce que dans chaque enfant, à un moment, il y a cette question de se dire « Mais où est-ce que j'étais avant d'être là? Est-ce que j'étais tout simplement avant d'être là? Comment c'est possible que je sois là et qu'avant je n'ai pas été là? Donc d'où viennent les enfants? » Eh bien ça, ces 3 théories sexuelles infantiles qui, comme dit Freud, contiennent, malgré leur côté d'élucubration qui confine parfois au grotesque, au ridicule, contiennent tout un moment de vérité. Je vous les rappelle rapidement. Donc les 3, mais vous pouvez retrouver ça sur les textes, notamment les textes sur la sexuation et sexualité, c'est que j'ai écrit et qui sont sur Tumblr, et vous retrouverez donc les 3 qui sont premièrement, considérer la mère comme une origine non différenciée sexuellement, c'est-à-dire une mère phallique, une mère qui est elle-même porteuse du phallus. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas de trou. Hein, c'est quelque chose de plein. Et ça explique pourquoi je ne peux pas retourner là-dedans, c'est plein. Alors après, je reviendrai là-dessus parce que l'origine même de la haine se situe là. Ensuite, nous avons le fait de la considération de la fonction cloacale. Donc, d'être sorti de la mer par son trou. Mais il n'y a pas conscience qu'il y a 2 trous, là. Il y en a un seul, c'est-à-dire que c'est comme si on avait été, comme dit Luther, l'excrément de Dieu. Donc chuter par le trou, ça veut dire tout simplement là que nous sommes référents d'une instance créatrice, donc où il y aurait effectivement 2 corps, puisqu'il y a un dédoublement, mais il n'y a qu'un seul appareil psychique. Et ça, c'est l'origine de la paranoïa, hein, puisque le paranoïaque ne va pas reconnaître l'autre en tant qu'autre, et l'autre avec un grand A, il n'y croit pas, donc c'est le même. Donc il y a un seul et ça, la paranoïa, entre autres, est la dimension, disons, de la femme comme éternellement autre et son impasse, est traité dans un film qui est sorti à Cannes il y a peu de temps, là, qui s'appelle La Substance. Alors le film est pas terrible, il est assez dégueulasse avec des images un peu choquantes, mais ça montre justement l'impasse de la subjectivité féminine qui voudrait s'auto-satisfaire elle-même. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un moi? Quand une femme se dit féministe, donc moi je suis féministe, quelle est l'impasse qu'il y a derrière? C'est quand même assez bien vu, bien que le film soit pas une réussite. Le scénario est bien, mais la réalisation est pas terrible. D'ailleurs, ça a eu le Grand Prix du scénario, mais rien pour la réalisation, parce que c'est quelque chose de trop dérangeant, de trop cru, et c'est pas assez finement, ça ne finit pas assez clairement sur une équivoque intéressante, donc c'est un ratage. Le scénario est intéressant. Et donc la 3e conception
avec l'histoire de la domination et de la soumission. C'est l'enfant qui perçoit qu'il y a une interaction, c'est l'amorce de la différence sexuelle, donc entre une position de domination et une position de soumission. Mais attention de ne pas confondre, justement, comme le fait tout le monde aujourd'hui, la soumission, la domination avec le pouvoir. Très souvent, c'est celui qui semble assumer la position qui a le pouvoir. Hein. Donc, tout ça est très clairement perçu par les enfants, donc qui se situe dans une de ces trois théories sexuelles infantiles, et quel que soit l'humour d'ailleurs qu'on peut tirer de Freud à partir de là, c'est quelles que soient les considérations de pensée que nous puissions avoir les plus sophistiquées sur, je sais pas, la fission nucléaire de je ne sais quoi, les préoccupations les plus avancées sur le plan de la physique, en fait prennent toute leur naissance sur cette question: Woher die Kinder kommen? C'est-à-dire que l'activation du processus primaire avec son processus secondaire, principe de plaisir, principe de réalité, dans l'appareil psychique, cet appareil psychique dans son intégralité n'étant pas refermé sur lui-même, il y a une ouverture, et cette ouverture, elle est ce par où va nous venir le réel. Alors le réel nous vient de deux registres différents. Un registre de ce qu'on appelle donc en médecine le système métabolique, c'est-à-dire qu'une pomme que vous mangez, elle est réelle. Et puis le réel va nous venir, nous, justement, par un autre versant qui est la limite, c'est le système nerveux central, c'est le fait que nous soyons possédés en quelque sorte par des pensées. C'est-à-dire que les pensées travaillent à travers nous sans arrêt, et que, comme disait Hegel, justement, les notions, c'est-à-dire ces pensées, ces mots articulés entre eux, ces tendances, ces notions, se font la guerre entre elles, mais n'étant pas incarnées, elles ont besoin des passions des hommes, et donc nous sommes, nous, ces gens qui sommes le lieu de rencontre de ces pensées, et c'est à nous de mettre de l'ordre dans ça. C'est ce, précisément, en quoi consiste la psychanalyse, puisque la psychanalyse n'est pas autre chose que de considérer le registre du signifiant comme étant ce qui domine la vie, toute vie humaine sur Terre, étant donné que par rapport aux autres espèces, nous sommes capables d'en rendre compte. Et donc, on n'a pas d'autre possibilité que de nous mettre dans cette perspective d'acheminement vers notre parole, c'est-à-dire de retrouver dans la parole assez de jouissance pour que l'histoire continue. Ça veut dire un accès au réel. Notre jouissance ne doit plus être dans la jouissance ruineuse, en quoi consiste la répétition, de faire toujours les mêmes choses avec les mêmes objets, mais de ramener ça sur le plan de la parole de telle manière que le réel, cette fois, structure ce qui s'appelle notre système nerveux central. Cette loi psychologique que nous appelons le principe de plaisir, mais qui n'est que le principe de déplaisir, est prompte à créer une barrière à toute jouissance. Si je jouis un peu trop, je commence à ressentir de la douleur et je modère mes plaisirs. L'organisme semble fait pour éviter le trop de jouissance. Nous serions sans doute aussi tranquilles que des huîtres si ce n'était cette organisation curieuse qui nous force à faire voler en éclats la barrière du plaisir. Ou peut-être nous fait-elle seulement rêver de la faire voler en éclats. Le sens de la vie, tout ce qui est élaboré par la construction subjective à l'échelle du signifiant, dans sa relation à l'autre, et qui est enraciné dans le langage, n'existe que pour permettre au désir, sous toutes ses formes, d'approcher, de tester cette sorte de jouissance interdite qui est le seul sens valable offert à notre vie. Donc nous vivons nous aussi dans une polarité où le système nerveux central est ce qui nous coupe du monde, puisqu'il répond de notre appareil psychique, tandis que le système métabolique, lui, nous reconnecte au monde.
Et dans ce travail originel sur l'art, il y a toujours cette possibilité justement de se reconnecter au monde par l'appareil psychique de telle manière que, enfin, donc le système nerveux central, en quoi consiste justement l'activité symbolique, hein, puisque c'est faire action symbolique que de représenter un bison sur une caverne, et c'est, bien qu'on n'en mesure pas toute l'amplitude, le fait de se saisir d'un pan de langage vraiment extrêmement subtil, et qui rejoint nos possibilités de rapport au réel qui sont celles qu'induit le fait d'être vivant sur Terre, donc de devoir se nourrir, boire, respirer. Et donc nous avons là, dans ce rapport à l'art, une possibilité de ressourcer, comme pour l'artiste lui-même, notre propre possibilité existentielle qui ne repose sur rien d'autre que le rapport que nous entretenons de notre sujet à la parole. Alors, je vais revenir sur une citation de Freud qui appartient au moi et au ça, nonobstant bien sûr les problèmes de traduction, parce que Freud a eu beaucoup de problèmes liés à la traduction, hein. Nous l'avons déjà évoqué, mais c'est vraiment patent. Et je reviens là-dessus. Donc, dans le moi et le ça, Freud dit « La transposition de libido d'objet en libido narcissique qui se produit ici entraîne manifestement un abandon des buts sexuels. Une désexualisation. Donc une sorte de sublimation. Surgit même la question de savoir si ceci n'est pas la vue générale vers la sublimation, si toute sublimation ne procède pas par la médiation du moi, là je dirais du ich, c'est-à-dire le retour de la pulsion qui, au lieu d'aller vers l'objet, revient vers le sujet, qui transforme d'abord la libido d'objet sexuel en libido d'objet narcissique, pour lui assigner peut-être ensuite un autre but. Quant à savoir si cette transformation ne peut pas avoir aussi pour conséquence d'autres destins pulsionnels, par exemple provoquer un démélange des diverses pulsions fondues les unes dans les autres, c'est une question sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Alors, effectivement, cette remarque de Freud est cruciale, puisqu'il résume en peu de mots ce que j'ai essayé de vous faire percevoir, que la pulsion qui nous amène vers l'objet, alors vous vous souvenez hein, que au départ, la pulsion, elle est à considérer comme sexuelle du fait simple que le bébé essaye de retourner dans la mère. Donc, c'est-à-dire de contrebalancer la sexuation par le fait de combler le trou que laisse cette sexuation, qui veut dire coupure. C'est ce qui va nous amener vers le réel et qui va faire que nous ne pouvons pas échapper à cette tension qu'il y a avec le réel, que nous voulions ou pas. Même quand on construit tout un système pour échapper au réel, le réel vient, surgit et fout tout en l'air. Parce que le réel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. C'est impossible à dépasser, le réel. Donc nous avons cette tension vers l'objet, donc, qui est libidinale, et le retour qu'il appelle narcissique là, mais c'est pareil, le narcissisme, c'est un terme qui est tellement dévoyé, parce qu'il y a un narcissisme sain, qui est le narcissisme primaire, et un narcissisme qui est pathologique, c'est le narcissisme secondaire. Et donc, nous confondons toujours allègrement les deux. Il s'agit de revenir là sur ce que dit Freud, c'est-à-dire que, au fond, il dit que la pulsion, son but
de combler le trou de la sexuation, mais par la parole, puisque c'est un être de mythe, la pulsion. C'est l'écho dans le corps qui a eu un dire, dit Lacan. Donc, ça va revenir vers le sujet. Et là, nous rentrons dans le premier processus de sublimation. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça fout en l'air, bien sûr, encore tous aujourd'hui, les pseudo-théories, notamment féminisme, etc. C'est que la psychanalyse instaure, à proprement parler, le nom du père comme une sublimation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit venir de la pulsion elle-même, mais par un biais culturel. Donc du culte au culturel, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le culte de l'animal qui est représenté, donc sacralisé après qu'il ait été tué, va passer au culturel, donc active par le retour de cette pulsion-là sur le jeu, les possibilités de représentation et d'accès à la parole avec, en point d'orgue, bien sûr, vous le savez, je le dis assez souvent, le désir comme désinence du dire. Le désir, ça ne va pas être désirer ceci ou cela. Le désir, c'est de s'acheminer vers la reconduction du désir sans cesse. Donc, d'affiner de plus en plus son dire. Et donc, effectivement, dans le dire là qui se déploie par ce retour de la pulsion sur le sujet, il y a une possibilité de réorganisation de la fusion des pulsions originelles, dont je vous renvoie au séminaire 72 sur la fusion des 4 premières pulsions, donc qui immédiatement prennent le sujet sous son emprise, c'est-à-dire le sujet va s'acheminer vers une motilité ou vers, le ou n'étant pas exclusif, une construction subjective progressive par la parole, parce que toute l'énergie pulsionnelle ne va pas partir s'évacuer dans la quête d'un objet extérieur. Et bien sûr, cette activité sublimatoire de la pulsion qui passe par le nom du père, donc en tant que sublimation absolue, et c'est ça que ramène Freud, notamment avec Moïse, que tous les psychanalystes devraient savoir par cœur, ça les empêcherait de dire des conneries et de se prétendre féministes comme des débiles mentaux qu'ils sont. Donc, vous avez là la sublimation de l'accès à la parole qui est contenue dans la possibilité même de la pulsion. Ça, c'est un texte très important puisque Freud fait du ça le réservoir des pulsions. Et donc le ça est en rapport avec le ich qui, lui, au fond, doit se construire à partir d'un travail sur la pulsion. Et un travail sur la pulsion ne peut être qu'un travail de la parole sur la parole. Si vous comprenez, tant mieux. Gardez-le pour vous. L'important n'est pas de comprendre. L'important est d'atteindre le vrai. Si vous comprenez par hasard, même si vous comprenez, vous ne comprenez pas. Voilà donc ce qui vous manifeste ce que c'est d'entrer dans le jeu du patient. Que collaborer à sa résistance, qu'à la résistance du patient, c'est toujours la vôtre. Et quand une résistance réussit, c'est parce que vous êtes dedans jusqu'au cou. Parce que vous comprenez.